Ce chiffre, on l'a tous en tête, 60 milliards, c'est un coup de frein donc à 60 milliards d'euros que réclame Michel Barnier pour 2025. Est-ce qu'on peut dès lors parler ou pas d'austérité? Parce que c'est le terme d'austérité historique a été dénoncé par Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Réponse avec vous, Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Je parle de 60 milliards d'euros d'efforts au sens large. Il faut rappeler la répartition, 40 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique en 2025, 20 milliards d'euros au moins, peut-être plus, de hausse d'impôts. Tout ça est censé nous permettre, il faut rappeler le contexte, de nous faire passer, parce que le déficit public de la France, si on ne fait rien, sera de 7% l'année prochaine, en 2025. Donc voilà, le faire passer de 7% à 5% en 2025. C'est ça, il y a 2 points de PIB de moins, de baisse de déficit à réaliser, et 2 points de PIB, comme un point de PIB c'est pas loin de 30 milliards, ça fait 60 milliards d'euros. Est-ce que c'est ça l'histoire, enfin le contexte? C'est ça l'histoire, c'est ça le contexte. Bon, la question de savoir est-ce qu'on doit prendre comme référence 7% de déficit sous l'hypothèse rien n'est fait, ce qui n'est pas une hypothèse très très claire dans la procédure budgétaire habituelle en France, on ne parle pas généralement de ça, mais si on s'en tenait à la prévision de déficit qui est un déficit de l'ordre de 6%, qui doit être amené à 5%, bah, on n'est plus à 60 milliards, on est à 30 milliards, mais c'est quand même un effort important, un point de PIB. Bah, c'est pas habituel, c'est un effort tout à fait considérable. Donc, Pardon, juste, ça indique je vous bien coupe, la situation dans laquelle on est. Xavier, pardon. Pourquoi ne pas prendre au sérieux, entre guillemets, donner crédit à Bercy qui nous dit si on ne fait rien, les comptes dérivent vers 7%. On se projette un petit peu, on a un temps d'avance, sinon à chaque fois on est en retard. Bah, si on ne fait rien, les comptes seraient à 7%. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire ne rien faire. Il y a par ailleurs dans le projet de loi de finances une prévision qui est, si on s'en tient à ce qui est aujourd'hui acté en matière budgétaire, le déficit public et en matière de recettes fiscales, le déficit public serait de l'ordre de 6% l'année prochaine. Donc la prévision, elle est plutôt de 6%. Et la notion de si on ne fait rien, elle nous amène à 7%. Mais en même temps, le si on ne fait rien est quand même un scénario qui n'a aucune chance de se produire. Donc, bon, c'est une référence qu'on peut utiliser. Elle n'est pas très très claire, elle n'est pas habituelle dans les documents budgétaires et dans la façon de communiquer. Elle permet finalement, dans ces 60 milliards, d'en trouver 30 assez facilement, qui sont ceux qu'on a déjà actés dans les projets de loi de finances précédents et dans les évolutions prévisibles d'un certain nombre de choses, comme par exemple l'évolution prévisible de la masse salariale de la fonction publique. Juste qu'on retienne 6 ou 7% de déficit public pour l'année prochaine, on peut dire qu'aucun pays en Europe aujourd'hui n'a un niveau de des déficits aussi élevé. Et est-ce que c'est alarmant dans l'absolu? On se compare par rapport aux autres, mais aussi on peut regarder aussi le chiffre dans l'absolu. Non, c'est un chiffre qu'on se compare ou dans l'absolu qui est un chiffre très élevé. En fait, pour trouver des déficits aussi élevés, il faut les chercher aux États-Unis principalement. Et de ce point de vue-là, la France a vraiment une politique budgétaire. Non, mais en Europe, parce que je regardais les Italiens, on parle souvent des Italiens. Les Italiens, ils seront à moins de 4 cette année, donc non, le problème de l'Italie est souvent en plus un problème d'une absence de croissance que d'un déficit public qui dérape. Le déficit public de l'Italie hors la charge d'intérêt est en fait en excédent, ce qui montre en excédent que, primaire. de ce point de vue-là, donc c'est alarmant. Donc ce niveau de 6% ou de 7% en France, il est alarmant. Oui, il est préoccupant, il est alarmant. On pourrait se dire qu'il découle de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine, de toutes les mesures qui ont été prises, du fameux quoi qu'il en coûte. Mais le problème, c'est là que la comparaison avec les pays européens est très intéressante, c'est que le problème dans les autres pays européens, il y a eu aussi des formes de quoi qu'il en coûte assez généreuses. Et on voit que dans ces autres pays, la situation budgétaire, elle n'est pas excellente, mais elle s'est rétablie assez rapidement dès 2024. Les échos d'ailleurs, Xavier, les échos parlent aujourd'hui d'un dérapage en 9 mois de 100 milliards d'euros sur les 9 derniers mois. Oui, 100 milliards d'euros, ça me paraît un chiffre... je ne vois pas très bien comment on le construit. Alors, on est un peu dans la surenchère des chiffres. Vous voyez là, 100 milliards d'euros, ça fait beaucoup de points de PIB. C'est le montant du déficit chaque année. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le dérapage. Et si on se compare aux pays européens, c'est clairement pas 100 milliards d'euros. Mais en tout cas, il y a quand même une spécificité française. Et cette spécificité française, elle ne s'explique pas complètement par le Covid et la crise en Ukraine. Elle est à chercher du côté
le fait depuis 7 ans de politique d'Emmanuel Macron, de baisse des impôts assez continue, sans financement, en ayant compté sur des économies de dépenses qui n'ont pas été réalisées, d'une part, et puis d'autre part, des effets très positifs des baisses d'impôts sur la croissance qui n'ont pas eu lieu, et puis d'avoir été obligé d'un certain nombre de largesses budgétaires face à différentes crises, dont celle des Gilets jaunes, par exemple. Mais ça, le résultat de ça, aujourd'hui, c'est cette situation très particulière de la France, qui est en fait d'avoir fait pendant 7 ans des baisses d'impôts sans financement. Et une non-maîtrise aussi, une moindre maîtrise de la dépense aussi. Patrick Artus, qui était là il y a 2 jours, me disait qu'il a fait ses petits calculs, que ces 60 milliards d'euros d'efforts au sens large, ça demandera à être documenté et réalisé, mais si ça devait être fait, 20 milliards de hausse d'impôts au minimum, 40 sur la dépense publique, ça ramènerait notre croissance l'année prochaine, qui, tous les instituts de prévision sérieux nous disent autour de 1%, ça ne sera plus 1%, ça sera 0. Est-ce que vous pensez que c'est, en faisant ce redressement manifestement nécessaire, on passe en croissance 0? Alors, ça, c'est une bonne question. Et c'est un peu le risque de prendre comme référence si on ne faisait rien et donc si on avait un déficit à 7%, parce que en fait, on ne dit pas quelle serait la croissance si on ne faisait rien. Et évidemment, dans ce cadre où on aurait des largesses budgétaires considérables, avec un déficit à 7% en 2025, on aurait une croissance un peu plus élevée en 2025 grâce à ça. Donc, l'estimation qu'on fait à l'OFCE de l'impact des mesures budgétaires restrictives très fortes qui vont être prises en 2024, bon, donc le chiffre est 60 milliards par rapport à si on ne fait rien, 30 milliards par rapport à ce qui était prévu. Nous, on estime que ça ramènerait la croissance en 2025 à quelque chose qui est au grand maximum de 0,8 points par rapport à 1,1, 1,2. Donc on n'est pas à 0, on ne sera pas en croissance 0. Donc on n'est pas à 0, mais bon, en même temps, on s'en rapproche. C'est effectivement quelque chose qui va avoir un impact négatif. Mais on n'est pas à 0, et c'est là aussi où la confusion des chiffres et des références peut conduire à des discours un peu catastrophistes. Mais c'est quand même pas des bonnes nouvelles. Bon, je ne sais pas si vous lisez Le Figaro, mais dans il disait ils écrivaient que sans freinage, donc sur ce freinage à 40 milliards d'euros d'économie, les dépenses publiques au global, donc État, collectivités et santé, augmenterait si on ferait de 4,2%. Et que même avec ces 40 milliards d'euros d'économie, les dépenses publiques vont continuer d'augmenter de 2,1%. Donc en aucun cas, la dépense publique ne baissera en 2025. Elle continuera à augmenter, mais moins vite. Oui, le calcul du Figaro est un calcul qui est juste. Après, il faut faire attention à une chose, c'est que quand on parle de la dépense publique, généralement, comme la dette publique, on la ramène au produit intérieur brut. Et même avec une croissance à 1%, le produit intérieur brut en 2025, il va augmenter en valeur, c'est-à-dire en intégrant aussi l'inflation, de quelque chose qui sera entre 2,5 et 3%. Et donc avec une dépense publique qui augmente de 2,1%, je suis désolé de tous ces chiffres, mais ça fait que malgré tout, il y aura une petite baisse de la part des dépenses publiques dans le PIB. Dans le PIB, bien sûr, rapporté au PIB, mais dans l'absolu, ceux qui nous disent, il y a des baisses de dépenses publiques, non, il y a on freine la hausse des dépenses publiques, elles continueront d'augmenter. On freine la hausse des dépenses publiques, elles continuent d'augmenter, mais elles vont augmenter moins que le PIB, et donc là aussi on a besoin d'une référence, parce que tout comme on regarde le ratio de dette publique sur le PIB, la dette publique dans l'absolu n'a pas beaucoup d'intérêt, et on doit prendre en compte le fait que chaque année le PIB change. Et comme le PIB change, ça doit nous servir de référence, et donc ça nous oblige à prendre cette référence-là. Ouais. Sauf que croissance de 2,1% des dépenses publiques, croissance de moins de 1%, il y en a un qui va plus vite que l'autre, mais il faut rajouter l'inflation, j'imagine, c'est ça? Au dénominateur. Exactement ça. Exactement. Il faut considérer, parce qu'on considère les dépenses en euros, en valeur, et donc il faut considérer le PIB aussi en euros, en valeur, et donc il faut prendre la croissance du PIB réel, 1% ou moins, et lui ajouter l'inflation qui en 2025 devrait être de 1,5 point. Ouais. On dit ça, mais on ne sait pas où sera le pétrole. Donc on ne sait pas où sera le pétrole. Et alors évidemment, si le pétrole augmente, évidemment, ça a aussi des effets négatifs sur le PIB. Donc il faut faire attention à cet effet-là, qui est que plus ça augmente la valeur, ça va aussi diminuer les volumes.
Là où je veux en venir, Xavier, c'est que ce chiffre de 40 milliards d'euros de baisse des dépenses ne doit pas être pris au sens littéral du mot. C'est-à-dire qu'il y a le périmètre de l'État qui verra son budget baisser de 5 milliards, mais au global, les dépenses publiques vont continuer à augmenter. C'est là où je veux en venir, parce que Éric Coquerel dit, dénonce, il parle d'austérité budgétaire. Est-ce qu'il a raison ou tort de dire ça dans la mesure où les dépenses publiques, on le rappelle, on le répète, continuent d'augmenter, mais moins vite, 2 fois moins vite, si on fait toutes ces économies? Alors, je pense que la façon dont raisonne Éric Coquerel est plutôt bonne. Et si on veut contester l'utilisation qu'il fait du mot d'austérité budgétaire, Historique, c'est pas tellement historique. de ce côté-là. Historique, c'est pas tellement de ce côté-là qu'il faut regarder. Il faut quand même regarder du côté de notre situation budgétaire. C'est-à-dire que il regarde la variation des dépenses publiques, mais on pourrait aussi regarder le niveau du déficit et dire que quand on a un niveau de déficit à 5% ou à 6%, c'est difficile de qualifier ça d'austérité budgétaire. Même si on le réduit, il va rester à un niveau assez élevé. Et en Donc, fait, il n'y a pas d'austérité budgétaire en France, alors, à vous écouter. alors, dans le sens où cette économie budgétaire fait suite à une période de très grande largesse budgétaire. Et donc, du coup, cette austérité budgétaire n'est pas de même nature que celle qui aurait lieu dans une situation normale. Bon, après, oui, c'est un coup de frein assez violent qui va peut-être pas provoquer une récession en 2025 en France, mais qui va quand même avoir des effets tout à fait nets sur l'activité. Allez, tout ça est très clair et bien expliqué. Merci beaucoup, Xavier Timbaud, comme à chaque fois, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.